La voix de mon frère, Marc, dégoulinant d'une pitié théâtrale, résonnait dans la salle d'audience silencieuse. Pas d'avantage, pas de droit. C'est une fausse vétérinaire. Il ricana, jouant pour l'auditoire de notre famille en deuil. Je restais parfaitement immobile, les mains jointes sur la table devant moi, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Je regardais simplement mon avocat, David, un homme de peu de mots mais d'une immense précision, se lever sans un bruit. Il n'a pas argumenté ni objecté. Il a simplement remis une seule enveloppe Kraft scellée à l'huissier, qu'il a portée au banc du juge. Le juge, un homme qui avait vu tous les drames familiaux imaginables, brisa le seau de cire rouge inhabituel avec un air de légère contrariété. Son expression changea instantanément. Il fit glisser une seule feuille de papier, et tandis que ses yeux parcouraient le texte, son masque professionnel ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé. Le sang se vida de son visage, remplacé par une expression de choc profond qui se transforma rapidement en alarme. Son regard se porta au-delà des avocats, au-delà de ma famille stupéfaite, et se fixa sur les 2 policiers armés postés près des lourdes portes en chêne. Sa voix, lorsqu'elle sortit, était un ordre tendu et urgent qui traversa le silence. « Officier, scellez immédiatement ce tribunal. » Le bruit des verrous qui s'enclenchaient fut un bruit sourd assourdissant qui nous enferma. Le sourire confiant de Marc se dissipa en un masque de pure peur incompréhensible. Ce dernier clic terrifiant était le résultat d'une décision que j'avais prise 2 mois plus tôt. Debout dans une pièce bondée remplie de l'odeur des lys et d'une douleur tranquille. C'était le jour de la réception des funérailles de mon père et je regardais mon frère Marc, la star brillante de la famille dont le succès était assez bruyant pour noyer celui de n'importe qui d'autre. Il acceptait les condoléances d'une main tout en vérifiant son téléphone de l'autre. Je me tenais seul, un fantôme à la veillée funèbre de mon propre père. Un ami respecté de la famille, un colonel de l'armée à la retraite, s'approcha de moi, les yeux remplis d'une véritable sympathie. Avant qu'il ne puisse dire plus de quelques mots, Marc apparut, me jetant un bras lourd sur l'épaule. Il offrit au colonel un petit rire dédaigneux. « Ne faites pas attention à ma sœur, dit-il, sa voix onctueuse de condescendance. Elle a un de ces emplois de bureau du gouvernement où ils suivent les agrafes. » Nous étions tous si fiers quand elle a dit qu'elle servait, mais je pense que la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais faite est de se couper avec du papier. Les yeux du colonel clignotèrent vers moi, une question y était inscrite. Mais je n'offris qu'un sourire tendu et vide. À cet instant, en regardant Marc m'effacer si facilement, quelque chose en moi devint finalement froid. Marc pensait qu'il racontait simplement sa blague préférée. Il n'avait aucune idée qu'il me calomniait publiquement devant un tribunal. Pour comprendre pourquoi l'enveloppe de mon avocat contenait plus de pouvoir que la totalité de l'héritage de mon père, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Ma famille me voyait comme une histoire qu'ils avaient écrite eux-mêmes, un récit de déception tranquille. Cela a commencé quand j'ai soi-disant échoué à un programme de doctorat prestigieux, la version officielle pour le moment où j'ai été recruté et que j'ai commencé ma formation. Pour eux, j'avais échoué à décoller, me contentant d'un emploi sûr, ennuyeux et totalement insignifiant d'analyste politique à Washington, D.C. Ils avaient même un surnom pour moi, un qu'ils pensaient que je n'avais jamais entendu. Ils m'appelaient la bibliothécaire, un titre censé capturer ma médiocrité perçue. Ma vie passée dans les notes de bas de page silencieuses et poussiéreuses de l'existence brillante et bruyante de mon frère. Cette perception n'a jamais été aussi claire que lors de nos dîners de famille, qui étaient moins sur la famille et plus sur la célébration de Marc. Je me souviens d'une nuit en particulier, juste 1 an avant le décès de mon père, Marc annonça qu'il avait conclu un accord immobilier commercial énorme, et la pièce éclata. Mon père ouvrit une bouteille de champagne que je savais ridiculement chère, et le bruit du bouchon qui sautait ressemblait à un pistolet de départ pour la parade des éloges. Plus tard, lors d'une rare accalmie dans la conversation, j'ai essayé de partager une de mes propres nouvelles. J'ai mentionné tranquillement que j'avais reçu une importante distinction au travail. Ma mère, Caroline, une femme dont le monde entier tournait autour de mon frère et de son ego parfaitement poli, m'a juste tapoté la main avec un sourire placide. « Oh, c'est gentil, ma chérie, dit-elle, sa voix dégoulinante d'une douceur dédaigneuse. Comme, employé du mois. Ton frère vient de sécuriser l'ancienne propriété Henderson. Nous sommes si fiers.
Employé du mois. Les mots restèrent en suspens. Si dévalorisants, si parfaitement ciblés. Je n'ai pas vu le champagne dans la main de mon père. J'ai vu les 10 années où l'argent est serré, qui m'ont suivi à l'université. L'ordinateur portable cassé que j'ai dû remplacer en faisant 2 boulots. J'ai vu chacune de mes petites victoires, une bourse, un article publié, un record personnel passé complètement inaperçu, tandis que chaque moindre réussite de Marc était accueillie par des applaudissements assourdissants. J'ai juste hoché la tête, une froideur familière s'installant profondément dans mon ventre. C'était mon rôle, le public silencieux de la vie de mon frère. J'avais appris il y a longtemps que faire une scène ne ferait qu'empirer les choses. Alors, je suis restée silencieuse, la bonne fille, la bibliothécaire. Mais mon silence était un mensonge. Une couverture soigneusement construite pour un monde qu'il ne pouvait pas imaginer. Ma vraie vie se déroulait loin de leur dîner de fête, dans un endroit sans fenêtre, sans champagne et sans applaudissements. Elle se déroulait dans une installation d'information compartimentée sensible, ou SIF, une boîte de béton stérile où le seul son était le faible bourdonnement constant des serveurs traitant des secrets. Je n'étais pas une analyste politique qui suivait les agrafes. J'étais une agente clandestine de la direction du renseignement de la défense. Mon travail n'était pas ennuyeux. C'était un poids constant et écrasant de responsabilité où une seule erreur pouvait signifier la différence entre la vie et la mort pour des personnes dont je ne connaîtrais jamais les noms. Mon agent de liaison était le général Dupont, un homme qui avait vu des empires naître et tomber et qui n'avait pas de temps pour les futilités. Je me souviens d'un appel avec lui la même semaine que le dîner. Je regardais un écran d'information de renseignements complexes, mon cœur battant à un rythme régulier et contrôlé dans ma poitrine. Général, dis-je, ma voix basse et égale. L'agent nommé Elio a confirmé que la clé de chiffrement est compromise. Nous devons lancer l'opération moisson aveugle immédiatement. La fenêtre se referme. Il n'y eut aucune hésitation de l'autre côté. Aucune remise en question, juste une voix calme et autoritaire qui portait le poids d'une confiance totale. C'est votre décision, Echo 7, dit-il, utilisant mon indicatif opérationnel, mon vrai nom. Exécuté. Dans ce monde, mon jugement n'était pas seulement valorisé. On s'y fiait. Je n'étais pas la bibliothécaire. J'étais Echo 7. Et Echo 7 prenait des décisions qui comptaient. Mon service était un fantôme. Il n'avait aucun dossier officiel, aucune carte d'ancien combattant, aucune parade d'avantages que mon frère pouvait voir et mesurer. Il était conçu pour être invisible. Mon père, cependant, en avait des aperçus. Il n'a jamais connu les détails, mais il connaissait les longues absences, les voyages soudains, le poids que je portais et que je ne pouvais jamais expliquer. Et dans son testament, il a essayé à sa manière tranquille de le reconnaître. Le document stipulait que son héritage devait être divisé également, mais il avait ajouté une clause personnelle, une seule phrase qui disait « Je souhaite reconnaître le service silencieux et invisible de ma fille, Anaïs, à notre pays ». Cette seule phrase a rendu Marc fou de rage. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de récit. C'était une fissure inacceptable dans l'histoire qu'il avait si soigneusement maintenue pour nous tous. L'histoire de son succès et de mon échec. Il ne pouvait pas accepter une version de la réalité où j'avais une vie honorable secrète dont il ignorait tout. C'était une insulte à sa position de centre de l'univers familial. Et ainsi, il a décidé de tout brûler, contestant le testament au motif que j'avais menti, que j'avais manipulé notre père mourant avec des histoires pathétiques de fausse bravoure pour voler ce qui lui revenait de droit. Il était convaincu que j'étais une fraude. Pendant une décennie, mon invisibilité a été mon armure. Elle a assuré la sécurité de mes opérations et la sécurité de mon pays. Mais Marc était sur le point d'apprendre que le même système qui avait effacé mon identité pouvait aussi la vérifier avec la force d'une boule de démolition. Il voulait un combat au tribunal. Alors, j'ai décidé d'apporter le poids total du gouvernement fédéral avec moi. Après avoir reçu la notification officielle que mon frère contestait le testament, mon premier sentiment n'a pas été la tristesse ni même la colère. C'était une étrange clarté froide. Pendant des années, j'avais traité le dysfonctionnement de ma famille comme un problème émotionnel, quelque chose à endurer ou à naviguer avec des mots soigneusement choisis. Mais le défi juridique de Marc était différent.
C'était une accusation formelle déposée devant un tribunal. Il avait déplacé notre guerre privée sur un champ de bataille public et cela a tout changé. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était un problème de renseignement et cela nécessitait une solution opérationnelle. J'ai passé un appel sur une ligne sécurisée à David Chen, un ancien avocat du corps judiciaire que mon agence gardait en réserve pour des situations comme celle-ci. Je lui ai expliqué l'objectif en termes précis. Nous n'allions pas nous engager dans un débat émotionnel. Nous n'allions pas argumenter sur mon caractère ni essayer de faire appel à la sympathie du juge. Notre objectif était de mettre fin à l'argumentation par une seule démonstration irréfutable d'autorité. Un mouvement si définitif qu'aucune autre question ne pourrait être posée. C'était une stratégie que j'avais utilisée sur le terrain des dizaines de fois. Ne gagnez pas le combat. Redéfinissez entièrement le champ de bataille. Le plan que nous avons élaboré était méthodique, construit sur un protocole juridique si obscur que la plupart des avocats ne savent même pas qu'il existe. La première étape exigeait une patience immense. Nous allions laisser Marc présenter son dossier. Nous avions besoin qu'il se présente au tribunal sous serment et m'accuse formellement de mentir sur mon service. Son arrogance était l'appât et nous savions qu'il le prendrait. Pendant qu'il préparait ses insultes, je préparais l'arme. Je me suis connecté à un portail gouvernemental sécurisé et j'ai soumis une demande formelle de lettre de vérification de service, un document qui ne provient pas du ministère de la Défense, mais du bureau du directeur du renseignement national lui-même. Ce n'était pas un DD 214 ni un dossier de service. C'était une directive unique, fortement classifiée, adressée à un juge-président spécifique. Elle ne dirait pas ce que j'ai fait, mais elle confirmerait que j'ai servi dans une capacité que le tribunal était légalement tenu de ne pas remettre en question. La dernière étape était la livraison. David tiendrait cette enveloppe scellée, attendant le moment parfait. Le document autorisait le juge à être informé de mon statut à huis clos, le rendant effectivement partie du système dans le seul but de la vérification. David m'a prévenu, sa voix sombre au téléphone, c'est une arme nucléaire tactique, Anaïs. Une fois que nous aurons fait cela, Marc ne sera pas seulement embarrassé. Il sera sur le radar de personnes que tu ne veux pas avoir sur ton radar. Je n'ai pas hésité. Il s'y est mis tout seul, ai-je répondu. Mon frère est entré dans cette salle d'audience avec une équipe d'avocats locaux, pensant qu'il pouvait me tyranniser comme il le faisait à table. Il n'avait aucune idée que mon conseil était un homme qui plaidait des affaires devant des tribunaux militaires, et notre principal témoin était un fantôme dans le système. L'air dans la salle d'audience des successions était vicié, épais de douleurs fabriquées et de cupidité. Ma famille était assise au premier rang, juste derrière Marc, un mur silencieux et solidaire de conviction. Il le regardait avec une fierté non dissimulée alors qu'il prenait la barre des témoins, lissant le devant de son coûteux costume. Il regarda directement le juge, un homme que mon frère considérait clairement comme un père, et commença sa performance. Je le regardais, non pas avec colère, mais avec la concentration détachée d'un agent, observant une cible sur le point de tomber dans un piège parfaitement tendu. Chaque mot qu'il prononçait était un mensonge que j'avais anticipé. Une composante cruciale de la stratégie que j'avais mise en œuvre, il se pencha vers le microphone, sa voix résonnant d'une fausse sincérité. « Ma sœur, commença-t-il, secouant tristement la tête, n'a jamais servi. Elle n'a pas de papier de libération, pas de carte d'ancien combattant, rien. Elle a menti à notre père pour voler mon héritage. » Il marqua une pause pour un effet dramatique, laissant son accusation planer dans l'air avant de porter le coup venimeux final, c'est du vol de bravoure, purement et simplement. Les mots étaient destinés à me détruire, à me faire passer pour une menteuse et une voleuse de la manière la plus publique possible. Mais tout ce que je ressentis fut une finalité tranquille et froide. L'appât était pris. Le piège était tendu. Alors que Marc se rasseyait, suffisant et triomphant, David se leva de sa chaise. Il se déplaça avec un calme délibéré qui semblait aspirer l'air de la pièce. Il s'adressa au juge, sa voix calme et formelle, « Votre honneur, nous avons un document à soumettre à l'examen du tribunal, à examiner à huis clos. » Il posa l'enveloppe Kraft scellée sur le bureau de l'huissier. Le juge parut agacé, soupirant comme si ce n'était qu'un autre retard inutile dans son emploi du temps. Il prit l'enveloppe et brisa le seau de cire rouge d'un revers impatient du pouce.
Je regardais son visage alors qu'il faisait glisser la page unique de l'intérieur. Je pouvais presque voir l'entête à travers ses yeux, le sceau officiel du bureau du directeur du renseignement national. L'agacement du juge s'évapora. Sa posture se redressa, ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il parcourait la page. L'ennui décontracté fut remplacé par une tension rigide et alerte. La couleur se vida de son visage, laissant derrière un masque pâle de choc et quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le changement fut si soudain, si absolu que toute la pièce tomba silencieuse. Il leva les yeux, son regard balayant au-delà de moi, au-delà de David, et atterrissant sur les 2 officiers armés à l'arrière de la salle d'audience. Sa voix, quand elle vint, n'était plus le bourdonnement d'un bureaucrate ennuyé. Elle était tranchante, tendue et remplie d'une urgence qui commandait une obéissance absolue. Officier, scellez ce tribunal. Immédiatement. Les lourdes portes en chêne se refermèrent avec un bruit sourd assourdissant qui fit sursauter ma mère. Le bruit des verrous qui coulissaient résonna comme un coup de feu. Le juge désigna d'un doigt tremblant la greffière. Vous êtes hors procès-verbal maintenant. Il fixa ensuite son regard sur mon frère, qui était toujours figé à la barre des témoins, son sourire confiant ayant fondu en une expression de confusion béate. La voix du juge était basse, cinglante et dépouillée de toutes les amabilités judiciaires. Monsieur Dubois, commença-t-il, vous êtes un civil qui, sous serment, a formulé des allégations spécifiques concernant le statut de service d'un employé du gouvernement français. Le document que je tiens en main confirme que le service de votre sœur est une question de sécurité nationale. Il laissa les mots planer dans le silence suffocant, chacun frappant comme un coup de marteau. Le visage de Marc passa de confus à terrifié. Vos accusations sans fondement dans un dossier judiciaire fédéral, continua le juge, sa voix devenant glaciale, pourraient constituer une tentative d'exposer publiquement un agent du gouvernement protégé. Vous devez garder le silence. Un maréchal de la cour prendra votre déclaration après que nous aurons conclu. Cette affaire de famille est maintenant une affaire fédérale. Il se tourna ensuite vers moi, et, pour la première fois, il me vit. Son expression s'adoucit avec un respect profond, presque craintif. Madame, dit-il, l'honorifique sonnant maintenant d'une sincérité absolue, mes profondes excuses pour cela. Nous allons nous retirer dans mes appartements pour finaliser l'exécution du testament de votre père. Mon frère ne bougea pas. Son visage était cendreux, une statue d'incrédulité. Derrière lui, ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Leur monde entier, celui qu'ils avaient si soigneusement construit autour de leur propre importance, avait été publiquement et irrévocablement démantelé, non par une dispute, mais par un pouvoir qu'ils ne pouvaient même pas commencer à comprendre. Je ne les regardais pas. Je fis simplement un lent hochement de tête délibéré au juge et me levai pour le suivre. Laissant ma famille complètement seule dans la salle d'audience silencieuse et scellée. Marc m'avait toujours accusé de vivre dans un monde imaginaire. Au final, il a fallu un tribunal verrouillé et la menace d'une mise en accusation fédérale pour qu'il réalise que mon monde était plus réel que le sien. Dans les appartements du juge, la validation finale du testament de mon père fut une affaire tranquille et anticlimatique. Le langage juridique était sec, les signatures rapides. La vraie conclusion eut lieu quelques minutes plus tard, à l'extérieur, sur les marches du palais de justice, alors que David et moi émergions dans l'air frais de l'après-midi. Je les vis. 2 maréchaux de la cour au visage de pierre escortaient mon frère Marc vers une voiture noire banalisée garée sur le trottoir. Son costume coûteux était froissé, son visage d'une pâleur fantomatique. Pendant un instant, nos regards se croisèrent de l'autre côté du trottoir. Les siens étaient écarquillés par une terreur si profonde qu'elle semblait le vider. Et en dessous, il y avait un plaidoyer désespéré d'enfant. Il cherchait sa sœur, celle qui était censée arranger les choses. Je tins son regard, mon expression illisible. Je ne ressentais rien, ni triomphe, ni pitié, ni même le fantôme de la colère. C'était comme regarder un étranger dont j'avais lu l'histoire autrefois mais dont je ne me souvenais plus de la fin. Le lien, étiré à l'extrême par une vie de rejet et de mépris, avait finalement cédé. Je fis un léger mouvement presque imperceptible de la tête et m'éloignai sans me retourner. Le léger claquement de mes talons sur le pavé fut le seul son qui importait. La guerre était terminée.
6 mois plus tard, je me trouvais dans une pièce loin de tout tribunal, un lieu d'un calme profond et solennel, connu sous le nom de salle de la valeur au siège de la direction du renseignement de la défense. C'était une cérémonie de remise de prix interne, un rassemblement classifié de personnes qui, comme moi, vivaient dans l'ombre. Le général Dupont se tenait devant moi, le même homme dont la voix calme m'avait guidé à travers des opérations à enjeux élevés. Dans sa main se trouvait le prix du directeur du renseignement de la défense, une médaille que je ne pourrais jamais afficher, pour une mission dont le nom ne pourrait jamais être prononcé à voix haute. Il l'épingla à mon uniforme, ses yeux transmettant un respect dont ma propre famille n'avait jamais été capable. La citation officielle était intentionnellement vague, félicitant mon équipe pour la conclusion réussie de l'opération Moisson aveugle. Des mots qui ne signifiaient rien pour le monde extérieur, mais tout pour les gens présents dans cette pièce. C'était ma véritable validation. Pas le chèque d'héritage qui se trouvait maintenant sur un compte d'épargne à haut rendement, mais ceci, cette reconnaissance de mes pairs. Après la cérémonie, mon équipe m'entoura. Il n'y eut pas de bruyantes félicitations, pas de claquements de dos démonstratifs comme ceux dont mon frère se délectait. Au lieu de cela, il y eut de discrètes poignées de main, des hochements de tête complices et des regards partagés qui en disaient bien plus que les mots. Ces personnes étaient ma vraie famille, une fraternité forgée non par le sang, mais par des secrets partagés, une confiance mutuelle et une profonde compréhension des sacrifices silencieux que nous faisions tous. Ici, je n'étais pas invisible. J'étais Echo 7. J'étais vue. Plus tard cette semaine-là, j'étais à mon bureau, analysant des images satellites pour une prochaine opération, lorsque mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Mon doigt plana au-dessus de la notification. Je savais qui c'était avant même de l'ouvrir. C'était ma mère. Le message était exactement ce à quoi je m'attendais, un plaidoyer frénétique et désespéré, imprégné d'une vie d'attente. Anaïs, disait-il, les frais d'avocat de Marc épuisent tout. Il fait face à des accusations. S'il te plaît, tu dois faire quelque chose. Peux-tu passer un appel ? Peux-tu leur dire que tout n'était qu'un malentendu ? Je relus les mots une fois, puis une seconde fois. Je pensais que je ressentirais une étincelle de l'ancienne colère, un éclair de ressentiment, mais il n'y avait rien. Il n'y avait qu'un vaste et tranquille silence en moi. Le message ne concernait pas seulement Marc. C'était une tentative désespérée de me ramener dans leur drame, de me forcer à reprendre le rôle de la fille invisible dont on attendait qu'elle absorbe leur chaos. C'était une invitation à sacrifier la paix que j'avais tant lutté pour construire. Je regardais ces mots. Puis je regardais la carte des opérations mondiales qui brillait sur l'écran devant moi, ma vraie vie, mon vrai travail. Le choix n'avait jamais été aussi clair. D'une main calme et ferme, je supprimais tout le fil de messages et bloquais le numéro. Mon travail était ma priorité. Ma paix était la mienne. Ma famille croyait qu'un héritage était un nom sur un bâtiment ou un numéro de compte dans un testament. J'ai appris qu'un véritable héritage est un nom murmuré avec respect dans des pièces où le destin du monde est décidé. Si jamais vous avez dû prouver votre valeur face à un mur de doute, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre service discret est toujours vu.